Merci d'être fidèle au programme. DTV, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité après la manifestation organisée par le collectif pour la sauvegarde de la forêt de Sali. Les responsables de la société d'aménagement de la Petite Côte apportent des précisions. Selon eux, l'espace à l'origine du contentieux est une propriété de la SAPCO. Leur réaction à suivre. En Casamance, quelques mois après le retour de la paix, des villageois qui avaient fui depuis plus de 30 ans pensent au retour. Les populations du village de Bougnac, déplacées depuis 1992, ont initié un congrès villageois pour mettre en place une stratégie de retour à leur terre natale. Et en fin d'édition, comme tous les mardis, vous aurez la rubrique Réussir au Sénégal. Notre entrepreneur de ce soir est un spécialiste du graphisme et du design. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. D'abord, cet accident mortel sur la VDN à hauteur de Mermoz. Un camion fou a violemment heurté un conducteur de moto à Jakarta. Le Jakartaman est mort sur le coup. Une panne de frein du camion à l'origine de cet accident. Pape Alé Niang refuse de recevoir des soins depuis vendredi. Le journaliste poursuit sa grève de la faim. La coordination des associations de presse s'inquiète pour sa santé. Ibrahima Ali Safaï estime qu'il est dans un état critique. La CAP a d'ailleurs rencontré le calife de la famille oumarienne à ce sujet. Les membres de la CAP espèrent que le journaliste va surseoir à sa diète après la visite du calife. Ibrahima Ali Safaï est au téléphone de Mamadoussi. Papa Alé est toujours dans un état critique parce qu'en réalité, il observe une grève de la faim depuis plus de 15 jours maintenant et depuis vendredi passé, il ne reçoit plus de soins. Et donc, ce qui fait que son état de santé se détériore de jour en jour, d'heure en heure, minute en minute. Mais nous avons quand même très peur de l'état de santé de Papa Alé et nous craignons l'irréparable. Nous avons tenté quand même une médiation. Faisons tout pour arrêter cette grève de la faim là, qui quand même aujourd'hui l'a beaucoup atteint et nous craignons surtout pour ces organes vitaux. Et aujourd'hui, nous espérons en tout cas que le calife de la famille omarienne à Dakar, que nous avons rencontré hier soir, fera le nécessaire pour qu'il puisse arrêter cette grève de la faim là. Une demande de mise en liberté provisoire a été déposée par ses avocats. Et nous espérons en tout cas que le procureur ne va pas s'y opposer et que le nécessaire sera fait pour qu'il recouvre la liberté. Le mouvement pour la citoyenneté africaine s'inquiète aussi pour la santé du journaliste. Le président de cette association, membre de la société civile, appelle à une médiation pour la libération de Papa Alé Niang. Bassirou-Sy et ses camarades ont émis ce plaidoyer dans les locaux de Amnesty International. Je vous propose de l'écouter au micro d'Amadou Bari. Quoi que l'on puisse dire, Papa Alé Niang a beaucoup contribué aux conquêtes démocratiques au Sénégal. Depuis l'avènement d'Abdou Diouf jusqu'à l'alternance, il est toujours dans sa position. On a comme l'impression, comme les organisations des droits de l'homme, il est toujours avec les faibles. Il a même eu à défendre le président de la République, Macky Sall. Un homme de cette envergure-là, un homme qui a beaucoup contribué à l'émancipation du peuple, ne mérite pas ça. Pourquoi aujourd'hui, l'heure est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Pape Alé Niang refuse de s'alimenter. Pape Alé Niang aujourd'hui refuse de prendre des soins médicaux. Et c'est extrêmement grave. Si l'on n'y prend pas garde, mais il peut même mourir en prison. Et à partir de ce moment-là, nous allons sortir pour dire justice pour Pape Alé Niang. On n'en a pas besoin. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que Tivaouane, que Touba, que Ndiassane, que Kaolack de Mahi, que l'Église
que les hommes de porteurs de voix, les hommes de bonne volonté, que les ONG, que les organisations des droits de l'homme, que tout le peuple vraiment joue sa partition. Je vous le disais dans les titres, l'instabilité dans le sud du pays avait poussé plusieurs habitants à quitter leur village et aller s'installer dans des zones plus calmes. C'est le cas du village de Bougnac. Et quelques mois après le retour de la stabilité dans la zone, les populations déplacées depuis plus de 30 ans ont organisé un congrès villageois pour réfléchir sur des stratégies à mettre en œuvre pour effectuer un retour. Les détails avec nos correspondants à Ziguinchor, Hassanba et Daouda Sambou. Après les opérations de sécurisation de l'armée qui ont permis le démantèlement de toutes les bases rebelles dans le front sud, le village de Bougnac qui s'est déplacé depuis 1992 aspire à retourner au Bercail après 30 ans passés au village voisin de Kagit. C'est dans ce village d'accueil que les populations de Bougnac ont tenu une assemblée villageoise pour échanger sur le retour. Un retour, oui, mais pas à n'importe quel prix. Le chemin que nous voulons avoir, c'est retourner avec la sécurité, retourner avec la sécurité, retourner d'abord avec la sécurité et la sécurité après, ensuite retourner et être développé. Développé parce qu'avant, quand nous quittions, chacun mangeait à sa faim. Aujourd'hui, on ne doit pas retourner là-bas et ne pas manger. Ça, le sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, qui a assisté à cette rencontre, rassure les populations sur l'accompagnement de l'État pour un retour sécurisé. Moussa Aliba appelle toutefois à la patience pour mieux préparer ce retour. Je les ai dit aussi, il faut être prudent et faire doucement parce qu'on ne doit pas se précipiter, parce qu'il faut que les terres soient dépouillées d'abord et maintenant aussi qu'on les accompagne par rapport à un retour sécurisé. Je leur ai dit aussi quand même, il y a des associations, des agences au niveau de l'État telles que le PUMA, telles que le PEDC, telles que Agropole Sud, qui sont là quand même pour les accompagner, pour permettre quand même de régler ces pistes et en même temps aussi les études sociaux de base, essayer quand même de réhabiliter l'ensemble des études sociaux de base une fois que le déminage a été fait. La mairesse de Niassia, qui veut voir le retour de tous les villages déplacés de sa commune, invite l'État à accélérer le déminage. La base était pour l'arrondissement de Niaguis et dans la zone de Goudomp, mais je pense que quand on a fait notre plaidoyer, il a été entendu au niveau supérieur et l'État nous a permis de bénéficier de cette phase. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, c'est d'accélérer les choses pour que vraiment ça ne tarde pas, parce que ça peut tarder si les gens n'y prennent pas garde. Donc, on appelle à l'État pour que ça ne tarde pas, pour que les choses puissent se faire de la manière la plus rapide et permettre à ces populations de rentrer. Parce que quand tu vois ces populations, c'était des populations du point de vue économique qui étaient vraiment qui pesaient très lourd au niveau de la commune. C'est pourquoi vraiment nous souhaitons que ces populations puissent retourner afin que vraiment cette commune puisse retrouver le développement dans. En dehors de Bougnac, il y a aussi les villages de Badem, Bagam et Kassou Sénégal qui sont toujours en déplacement et attendent la fin du déminage pour retrouver leur terre. Et puis hier, dans nos éditions, nous vous parlions d'une manifestation organisée par le collectif pour la sauvegarde de la forêt de Saly. Manifestation organisée pour protester contre le morcellement d'un espace public. Les manifestants avaient indexé la SAPCO. Et bien ce soir, les responsables de la SAPCO réagissent. Selon eux, l'espace dont il est question est une propriété de la société. Ibrahim Diouf, directeur de l'exploitation de la société d'aménagement de la Petite Côte, est au micro de Muntaga Kane. La SAPCO Sénégal détient dans cette zone, le TF 3413 MB, acquis auprès de l'État du Sénégal et couvrant une superficie de 9 hectares au profit des investisseurs et acteurs touristiques. La SAPCO Sénégal, conformément aux missions qui lui sont confiées par l'État du Sénégal, posséder ou louer ce foncier à des investisseurs sélectionnés pour y réaliser des projets touristiques. Et ce qui nous concerne en l'espèce, dans le cas qui nous est soumis, pour ce cas, il s'agit bien d'une zone boisée qui faisait plus de 9 hectares, mais les 9 hectares sont acquis sur des papiers très clairs, sur la base de papiers clairs. La mission de la SAPCO, c'est de céder ou louer des terres à des investisseurs capables de financer des projets hôteliers et para-hôteliers. Je voudrais vous dire que
le centre commercial numéro 1, la zone boisée, le centre commercial numéro 2. Et à Grand Yoff, les populations n'en peuvent plus des travaux de l'autopont construits sur la route du front de terre, des travaux qui rendent difficile la circulation des personnes et des véhicules, conducteurs, passagers et piétons déplorent cette situation et demandent l'accélération des travaux. Yaya Wagnan. De la Cité des Eaux au lycée Notre-Dame du Liban, en passant par la gendarmerie de front de terre, toute la route est bloquée à cause des travaux de construction d'un autopont. Cette situation est encore plus délicate pour les personnes qui veulent accéder à l'hôpital général de Grand Yoff. C'est très difficile pour nous qui habitons loin. Le car ne fait que dévier. Il faut que l'État accélère les travaux car les personnes malades ne peuvent pas attendre. Elles doivent rapidement venir à l'hôpital pour se soigner. Je viens d'accéder à l'hôpital. La circulation est très serrée. Taximan et chauffeurs de car rapide déplorent la déviation. On ne nous a même pas averti du démarrage des travaux. L'État devait au préalable en discuter avec nous, les taximens. Nous sommes plus impactés par cette situation car nous sommes les premières personnes à utiliser cette route. Nous avons doublé notre achat en carburant. Que l'État nous vienne en aide. Le transport est devenu difficile. Nos cars consomment encore plus de carburant. La déviation, n'en parlons même pas. On devait commencer à construire étape par étape au lieu de barrer toute une route. Le chantier devrait durer 22 mois. Il a démarré il y a à peine un mois avec son lot de désagréments. Les riverains et usagers de la route demandent une solution, à défaut d'accélérer les travaux. Allons à présent à Kolda. Le budget du conseil départemental pour l'exercice 2022-2023 est arrêté à 519 750 610 francs CFA. Le budget voté à l'unanimité malgré la composition mixte du conseil départemental. Les conseillers ont tous décidé de mettre de côté leur clivage politique et de miser sur l'intérêt des populations et la prise en charge des besoins du département. Les détails avec notre correspondant à Sédhiou, Seydou Diatta. Le quorum n'a pas souffert de manquement et tout est parti trop vite. Le budget du conseil départemental de Kolda pour l'exercice 2022-2023, arrêté à la somme de 519 750 610 francs, a été voté à l'unanimité et réparti comme suit, renseigne le professeur Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda. En ce qui concerne le fonctionnement, c'est 335 millions, soit 65% du budget. Et pour ce qui concerne les investissements, c'est 184 456 000 francs, soit 35% du budget. Un budget donc réaliste et réalisable, eu égard à la particularité de la région, quand bien même que le soutien de l'État reste constant et dynamique, selon le président du conseil départemental. Vous savez, nous, on n'a pas pour le moment d'impôt qui nous soit propre. Il faut reconnaître que le président de la République a fait beaucoup d'efforts pour les collectivités territoriales. Donc nous avons nos fonds de dotation et de fonds de concours qui augmentent régulièrement. Comme indiqué lors de la phase d'orientation budgétaire il y a un peu plus d'un mois, les priorités résident dans la continuité pour consolider les acquis, informe le professeur Moussa Baldé. Vous savez que pour le fonctionnement, presque 80% de notre budget, c'est pour le paiement des salaires de nos agents. Nous restons dans la même lancée que lors de notre premier mandat, accompagner l'éducation, en particulier dans les collèges et lycées du département de Kolda. Donc, nous mettons la priorité sur la résorption des abris provisoires, l'équipement de nos lycées, parce que nous pensons que ce qui a fait que nous avons été réélus, c'est l'impact que nous avons eu au niveau de l'éducation des enfants en Kolda. Le chantier reste vaste, mais qu'à cela ne tienne, le conseil départemental de Kolda assure que l'équité territoriale restera toujours la surpriorité. Et puis le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a procédé ce matin à la décoration des agents du ministère. Abdoulaye Seydou Sow a exprimé sa satisfaction sur le bilan de l'année 2022. Il a également profité de l'occasion pour annoncer les objectifs pour l'année 2023. Je vous propose de l'écouter au micro de Babacar Seck.
reconnu de tous. Font de vous un exemple non seulement pour vos collègues, mais également pour nos jeunes. Les valeurs que vous avez su incarner avec constance et l'exemple que vous avez donné à vos jeunes collègues contribuent à consolider notre département dans sa position de ministère stratégique pour matérialiser la vision d'un Sénégal émergent. Je vous exhorte à continuer à vous investir pleinement dans le rayonnement du secteur et pour cela, il n'y a pas de secret. Il faut maintenir la dynamique du travail et se remettre tous les jours en cause. Le sens de la cérémonie, c'est aussi de développer l'émulation que chacun parmi vous se bat pour demain arriver à cette fin au grand bénéfice du secteur et du pays de manière générale. La cérémonie constitue également une occasion pour nous pour communiquer sur les grandes réalisations du ministère durant l'année écoulée. Je voudrais vous exprimer ici toute ma satisfaction pour les résultats obtenus durant l'année et que M. le secrétaire général l'a si longuement rappelé dans son allocution avec une forte contribution des structures placées sous la tutelle technique du ministère. Je veux nommer la SNHLM, la SICAP, la GBEP, le Fonds pour l'habitat social, la SAFRU et la SONAGED. Je demeure convaincu que nous pouvons faire plus au regard de la qualité des ressources humaines que regorge le département, mais aussi et surtout de l'appui considérable et constant de son Excellence M. le Président Macky Sall et son chef de gouvernement, M. le Premier ministre Amadou Ba. Nous sommes au mois de janvier et comme vous avez dû le sentir, la fraîcheur s'installe petit à petit. Une baisse des températures qui entraîne le retour du rhume de saison ou de la Covid-19. Les Sénégalais se protègent-ils assez? Voyons, Héloïse Blondel leur a posé la question dans ce reportage. Dans les pharmacies, les clients sont nombreux à faire la queue. Ils viennent soigner leur rhume qui serait favorisé cette année par l'absence du port du masque chirurgical. Le rhume est plus présent dans mon entourage parce que pratiquement tout le monde ne met même plus de masque. Moi, par exemple. C'est des maladies qui se transmettent franchement vite. Il faut prendre ses précautions. Les malades sont pourtant peu nombreux à se faire tester en dépit des symptômes proches de la Covid-19. 80% disent que c'est dû au changement climatique. Parce que moi, personnellement, je pense que ça existe encore, le Covid. Mais les gens disent que non, c'est la grippe, mais ça existe encore. Mais on ne favorise pas le port du masque, malheureusement. La plupart, ils soignent ça chez eux, avec le thé, les thés traditionnels et tout. Mais rarement, il peut y avoir des gens qui partent à l'hôpital pour se soigner. Une situation à surveiller. De nombreux pays connaissent actuellement un fort rebond de cas de coronavirus. C'est dans le domaine du graphisme et du design que le jeune Aziz excelle depuis une dizaine d'années. Son rêve, élargir son entreprise et arriver à exporter ses services. Aïssatou Kane et Moussa Fall l'ont rencontré pour réaliser la rubrique Réussir de ce soir. On fait tout ce qui est graphisme, c'est-à-dire les logos, les affiches. C'est dans l'univers du design, du graphisme et de la sérigraphie que nous mène ce jeune qui s'est lancé dans le domaine depuis l'âge de 14 ans. Les plaquettes, que ce soit les flyers, c'est tout ce qui est graphisme, tu vois. À part ça, on fait de la sérigraphie. La sérigraphie, par exemple, tu vois, les t-shirts qu'on fait, on a notre propre marque, c'est comme tu peux voir comme ça. Que ce soit des bloc-notes, les sachets pour mariage, les sachets pour que les gens utilisent, les sachets en tissu. Ici, dans la salle de production, c'est tout un processus. Salle de production. Voilà, fii la machine yi nekk, fii la ñuy defaree les t-shirts, fii la ñuy defaree carte de visite yeeg lépp. Comme déjà fii moom mi ngi defar les cartes de visite comme ni ñu koy daggee nii. Du décalcage. Voilà, machine bi moom mooy dagg li mu bind. Par exemple instant bi mi ngi lancé dafay mandu. Après moom bu ci paree moom pare na ci léegi dañ koy jox kii moom mooy def tout ce qui est décalcage. Te li moom moo ñuy permettre moom mooy dagg li nga xam ne moom la ñuy bind ci t-shirt bi. Au flex. Flex la boo xamante ni moom la ñuy teg ci t-shirt yi. Passons par l'innovation majeure du code QR sur les produits. Suñu code QR bi nga xamante ni tey moo lay permettre yow boo jëlee sa téléphone boo ko scanné directement daf lay dugal ci suñu site. Waaw en même temps di nga mën a def foofu say achat, que ce soit les pulls wala bépp commande boo mën a def rek mën nga ko ci am quoi. Porter la marque sénégalaisement, c'est aussi être fier
de porter les couleurs du pays, d'où la promotion des valeurs à travers la vente. On a déjà notre propre marque, qui est une marque qui parle des valeurs humaines, qui ont tendance à disparaître. Nit Dafay Mandou, il y a Gorsa Wardja, il y a Nit Nitay Garabam, ou bien des choses qui sont un peu fun, Mangi Bar, Nakasa Dougouda. Donc on vend partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Une entreprise qui fonctionne avec le travail laborieux de 6 autres collaborateurs. Patriotes, il reste convaincu que tout est possible au Sénégal. J'y crois parce que comme je te l'ai dit tantôt, je n'ai jamais sorti d'ici au Sénégal, tu vois. Donc j'y crois parce que, et je continue d'y croire parce que là, j'ai bâti tout ça. Pas tout seul, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, que ce soit la famille, les amis, les clients. Je me dis qu'il faudrait des gens à côté qui vont te tendre la main pour pouvoir réussir. Bon, même s'il n'y en a pas, il y en a des gens qui ont réussi tout seul. Malgré les énormes difficultés, Aziz et son équipe comptent élargir son business, tout en espérant gagner les grands marchés sénégalais. On voit déjà que ce soit l'État ou bien les grandes entreprises ou bien certaines écoles même, commander en Chine leur propre tenue ou bien des vêtements, ainsi de suite. Alors que ces trucs-là, on peut le faire ici. Il y a des jeunes qui le font ici. On est obligé d'aller en Turquie ou bien d'aller en France pour acheter les matières premières et revenir ici aussi. Donc, par exemple, si l'État avait octroyé des machines pour faire ça, ou bien octroyé même des formations pour cela, ça aurait vraiment facilité la chose. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.